Inès Eldrin était la fille aînée du comte d'Eldrin. Elle était une célébrité dans les cercles sociaux, car elle a, à elle seule, relevé la famille du comte. Dans le cercle de l'aristocratie, Inès Eldrin était considérée comme un génie de l'investissement. Partout où la jeune fille n'investissait pas, tous ses investissements étaient couronnés de succès. En plus d'un esprit vif, Inès avait une apparence attrayante et tout allait bien pour elle jusqu'au mois dernier. C'est à partir de ce moment-là que le malheur a commencé à hanter la jeune fille. Inès savait qu'une femme célibataire ne voulait que de l'argent. Elle ne voulait pas trouver une famille fiable, recevoir une bonne éducation ou se faire des amis. Elle voulait gagner tellement d'argent qu'elle n'aurait plus à y penser pendant des années. Il y a un mois, Inès a décidé d'aller à la banque. Elle avait besoin de retirer de l'argent pour un nouvel investissement. Inès avait une capacité étonnante. Lorsque la jeune fille touchait une personne, elle voyait les malheurs qui allaient bientôt survenir dans sa vie. Grâce à cela, la jeune fille pouvait voir si son investissement allait être couronné de succès. Dans la banque, en touchant le banquier, la fille voyait tous les problèmes qui allaient arriver à cet homme dans un futur proche. Heureusement, ces problèmes ne l'affecteront pas. Soudain, des bandits firent irruption dans la banque et ordonnèrent à tout le monde de rester figé sur son siège. Qui aurait pu penser que, ce matin déjà, je serais pris en otage par les bandits et qu'il y aurait de fortes chances que je perde tout mon argent en une seconde. Si les criminels dévalisent la banque, il est peu probable que je puisse récupérer mon investissement. Irritée, Inès réfléchit. « Comment peut-on confondre ces papiers avec un chèque de banque ?» crie l'un des bandits et déchire quelques documents en petits morceaux. « Mes papiers !» marmonne le jeune homme qui se tient à côté d'Inès et qui ne lui est pas familier. La jeune fille est surprise qu'il soit resté calme dans une situation aussi stressante. L'homme s'inquiétait pour ses documents alors qu'il aurait pu mourir. « Je suis sincèrement désolée, maîtresse Eldrin. Nous veillerons à votre bien-être. » marmonna le banquier à l'oreille de la jeune fille. « Qui vient de prononcer ce nom ? S'il y a un membre de la famille Eldrin ici, la valeur de la rançon sera énorme !» cria l'un des voleurs en riant bruyamment. Soudain, le jeune homme qui se tenait à côté d'Inès donna un coup de poing dans l'estomac du voleur. Le voleur tomba à terre dans un grand bruit de stupeur. « Mais qui es-tu donc ? Tu n'as plus peur ?» cria le second voleur en sortant une épée de son fourreau. Le jeune homme dégaine lui aussi son épée. Peu de temps après, les voleurs désarmés gisaient sur le sol de la banque. « Malheureusement, ces gens m'ont sorti de la file d'attente. Si je remplis les papiers rapidement maintenant, vous les accepterez ?» demande l'homme au banquier. « Je ne pense pas que ce soit le bon moment, mais nous ferons de notre mieux, » répond le banquier. « Attendez, je peux vous aider !» s'exclame Inès. Comme la jeune fille est une VIP, elle a accès au salon VIP. Là, au calme, elle pouvait remplir les papiers et les remettre aux employés de la banque. « Je vous propose d'aller au salon VIP », dit Inès en touchant la main de l'homme. La jeune fille se demandait ce qu'il faisait et ce qui se passait dans sa vie. En touchant sa main, la jeune fille vit immédiatement que le jeune homme qui se tenait devant elle était le maître d'une épée démoniaque. Cette épée était une lame maudite qui avait été utilisée pour couper un arbre sacré. Cette lame menait son propriétaire à la perdition. « C'est bien le maître de l'épée démoniaque qui se tient devant moi. Mais pourquoi ne l'ai-je pas reconnu tout de suite ? Cette personne est la plus célèbre de l'Empire. » s'étonna Inès. « Lâche ma main !» l'homme demanda à la jeune fille. Des gardes se précipitent dans la banque. Le jeune homme ordonna aux gardes d'arrêter les voleurs. Cela convainquit encore plus Inès que Khalad Asdeon se tenait devant elle. Il était le chef de la 3e escouade de chevaliers impériaux et le porteur de la lame démoniaque. Khalad Asdeon était connu pour être l'homme le plus malchanceux du monde. « Vous n'êtes pas blessé ? Vous avez dû être très surpris. » Le mercenaire de Shamor et le majordome de la jeune fille s'exclamèrent d'une seule voix. « Peut-être devriez-vous voir un médecin ?» demanda Shamor. La jeune fille s'inquiétait non seulement de l'état physique de sa maîtresse, mais aussi de son état mental. « Je vais très bien. Viens, nous avons encore quelques endroits à visiter, » dit Inès. Le lendemain, Inès s'aperçut qu'elle n'avait plus aucun pouvoir. Elle ne voyait plus rien toucher les gens. La jeune fille supposa que cela avait un rapport avec Khalad Asdeon. Elle décide d'en savoir le plus possible sur lui.
Inès apprit de sources ouvertes que Calad Asdéon était le fils aîné du marquis d'Asdéon. Il venait d'un orphelinat. Il y a de nombreuses années, la famille du marquis l'avait adopté et, quelques années plus tard, elle avait acquis un enfant autochtone. Néanmoins, Caladus était le successeur du marquis. Il avait été vice-capitaine de la première escouade de chevaliers impériaux, mais avait ensuite été rétrogradé à la 3e escouade. D'après les rumeurs de ses compagnons d'armes, Calad avait un sale caractère. Calad avait un surnom. Il était connu pour être un tueur sanguinaire. De plus, Calad avait une très mauvaise réputation au sein de la communauté. C'est parce qu'il avait été choisi par l'épée démoniaque Tigrios. On savait qu'en tant que propriétaire d'une telle lame, Calad pouvait mourir au bout d'un an. L'épée démoniaque Tigrios, qui servait à couper l'arbre sacré, apparaissait une fois par cycle et choisissait son maître. Les propriétaires de l'épée étaient des personnes de statut et de nationalité différents. La seule chose qu'ils avaient en commun était qu'ils perdaient la raison au bout d'un an exactement. Lorsque le propriétaire de l'épée apparaissait, les paladins étaient expulsés du temple. Mais au bout d'un an, ils ramenaient le propriétaire de la lame démoniaque au temple. Le temps alloué à chaque porteur d'épée était différent, mais personne ne pouvait être ramené au temple vivant. Si l'on en croit les sources, il reste environ 6 mois à Calad. Après cela, il deviendra fou et mourra. Je dois le rencontrer à nouveau. Mais il y a un problème, il ne va nulle part ailleurs qu'à son travail, se dit Inès. Je ne peux pas aller chez lui ou à son travail. Je n'ai aucune raison de le faire. Je dois faire en sorte que nous nous rencontrions par hasard. Inès avait appris que Calad se rendait dans son armurerie préférée tous les premiers mercredis du mois. C'est pour cette raison que la jeune fille avait acheté l'armurerie. Elle décida de l'attendre à l'armurerie. Le premier mercredi du mois, la sonnette retentit. Calad Asdéon entra dans la boutique. « Bienvenue !» s'exclame Inès. Elle est heureuse que son plan ait fonctionné. En regardant la jeune fille, Calad haussa un sourcil d'un air interrogateur. « Si vous cherchez l'ancien propriétaire, j'ai repris la gestion de cette armurerie depuis peu. » Inès expliqua sa présence dans la boutique. « Réparez cette épée !» dit Calad en tendant sa lame à la jeune fille. En touchant la main de Calad, Inès entendit ses pensées. L'homme pensait au ragoût qu'il n'avait pas pu manger car tout était vendu. « C'est étrange, et on dit de cet homme qu'il est un tueur sans pitié ? Ses pensées ne sont absolument pas sanguinaires, » s'étonne Inès. « Nous avons une file d'attente de commande. Il nous faudra donc quelques jours pour accomplir votre mission. » « Cependant, n'êtes-vous pas le jeune homme que j'ai vu à la banque l'autre jour ?» demande Inès. Elle cherchait délibérément à gagner du temps pour mieux connaître Caladus. « Non, vous vous trompez !» répond Caladus. « Je te remercie de m'avoir aidé à l'époque, » dit Inès. Elle ne pouvait pas croire que Calad l'avait oubliée. Il avait probablement fait semblant. « Je n'ai pas eu l'occasion ce jour-là. Je n'ai pas eu le temps de vous donner ma carte. Je m'appelle Inès Eldrin. » La jeune fille tendit sa carte à Calad. « Je viendrai chercher mon épée dans 2 jours, » dit Calad en cachant la carte de visite. « Et quoi? Tu veux dire que tu vas partir comme ça? Je ne voulais pas aborder le sujet aujourd'hui même, mais apparemment je vais devoir le faire. » Agacée, la jeune fille réfléchit. « Sœur Caladus, je peux vous aider à résoudre vos problèmes, » s'écria Inès. « Et quel but poursuivez-vous maintenant? L'argent t'intéresse-t-il » demande Calad en se tournant vers la jeune fille. « Après ce que tu as dit, on pourrait penser que je suis une personne horrible, mais ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup d'argent, donc ça ne m'intéresse pas, » répond Inès. Inès demande à Caladus de se pencher vers elle. Elle l'attrapa par son manteau et se pressa contre lui de tout son corps. « Je te raconterai les malheurs qui t'arriveront à l'avenir si tu acceptes mon offre. Et si tu veux goûter ce ragoût, tu ferais mieux de venir à l'établissement 10 minutes plus tôt que d'habitude, » dit Inès. « Et si tu veux profiter de mon aide, viens ici. Je me réjouis de vous voir. Cet homme est-il vraiment si important pour vous? Tu nous as même ordonné d'enquêter et tu as acheté une armurerie, » dit Chamor en se rendant au manoir du comte. 6 derniers temps, elle ne comprenait pas les actions de sa maîtresse. « Bien sûr, cet homme est ma poule aux œufs d'or. J'ai remarqué que ces derniers temps, mes pouvoirs me reviennent dès que je le touche. Pour une raison que j'ignore, sans lui, mes pouvoirs refusent de fonctionner. » Inès avoue. Chamor était la seule personne, en dehors de la famille d'Inès,
à connaître ses capacités. Outre Chamor, le grand-père de la jeune fille et son jeune frère étaient au courant. Inès avait pris Chamor sous son aile après que la jeune fille ait été bannie de sa famille et soit devenue mercenaire. Chamor tendit à Inès une autre invitation de son futur fiancé. « J'en ai marre de tout ça. Je dois gagner de l'argent ou trouver le temps de sortir avec quelqu'un. En plus, plus j'ai d'argent, mieux c'est d'être seule. Les gros sous peuvent attirer les parasites, » se dit Inès. Ces derniers temps, il m'est très difficile d'être seule. Mes partenaires m'imposent toujours leurs proches. Je devrais peut-être trouver un fiancé pour me couvrir. Mais ce n'est pas si simple. Qui est l'homme de la situation? Qui peut se taire? De plus, je ne peux pas prendre pour amant quelqu'un qui n'a ni nom ni statut. Il doit être célèbre et très compétent. D'accord, j'y réfléchirai plus tard. Puisque j'ai pu retrouver mes forces, je dois me concentrer sur mon travail maintenant. Et pourquoi n'est-il pas encore venu? Cela fait déjà 3 jours. Inès tape du poing sur la table avec irritation. Il faut que je le pousse plus fort. Je pensais que ce serait facile, mais ce n'est pas le cas. Ma capacité est redevenue instable. Je pense qu'elle va encore disparaître demain. Il se trouve que je vais devoir lui rendre visite à la maison. Chamor entre dans le bureau d'Inès. Elle apporte les lettres qui sont arrivées. Parmi elles, il y avait une enveloppe rouge. D'habitude, ce genre d'enveloppe est utilisé pour demander en mariage ou pour signifier le début des négociations matrimoniales. L'enveloppe rouge portait le sceau du marquis d'Asdéon. « Chamor, allons voir le film !» s'exclama Inès après avoir lu la lettre. « Déplacez la statue vers la gauche. Nettoyez la poussière ici et coupez les roses dans le jardin !» ordonnent les servantes du marquis Asdéon. « Et où est-il passé? Comment se fait-il que lorsqu'on a besoin de lui, il ne soit jamais là ?» pensa la marquise avec irritation. « Je m'excuse, j'ai été retardée car j'étais en train de ranger. » Le deuxième fils de la marquise, Disha Asdéon, entre dans la pièce. « Maman, est-ce qu'on avait vraiment besoin de l'appeler ?» demande Disha en regardant son frère aîné Caladius. « Ne serait-il pas préférable de montrer une famille où règne l'harmonie ?» demande la marquise. Digat lui avoue qu'il craint que son frère ne mette le bazar. Disha et la marquise n'aimaient pas Caladius, mais essayaient de ne pas le montrer en public. Si nous sommes apparentés à la famille du comte Eldrin, nous aurons enfin une influence politique. D'ailleurs, la dot devrait être énorme. Ce serait bien de l'utiliser pour une fondation politique. Le marquis Asdéon s'exclame. « J'ai entendu dire que le comte Eldrin est actuellement en vacances en dehors de la ville. Le plus jeune fils de la famille étudie à l'académie. Il s'avère que Lady Eldrin vit actuellement seule dans un immense manoir. Voulez-vous dire qu'avec le temps, nous pourrons emménager dans l'immense manoir du comte ?» demanda la marquise. L'idée d'être apparentée au comte d'Eldrin la séduisait de plus en plus. « Pourquoi emménagerions-nous dans le manoir du comte? La dot que nous recevrons sera si importante que nous pourrons construire un nouveau manoir à Asdéon !» s'exclama Disha. « Je suis fatiguée de cette famille. » Kalad se dit qu'il était fatigué de cette famille. Il avait entendu chaque mot des membres de sa famille et leur comportement le dégoûtait. « Je n'aurais jamais pensé que le plus jeune fils de la famille Asdéon négocierait mon mariage. Mais grâce à lui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Kalad. Cette fois, je dois le convaincre de coopérer avec moi, » pense Inès en se rendant au manoir du marquis. Kalad a de mauvaises relations avec sa famille parce qu'il a été adopté. Il se tient loin d'eux comme s'il n'était pas un membre de la famille. On voit dans son regard qu'il ne s'est même pas rendu compte que c'était moi qui arrivais, se dit Inès en sortant de la voiture. C'est donc pour cela que le nom d'Eldrin m'a semblé familier. J'ai déjà vu cette fille à l'armurerie, nota Caladius pour lui-même. Dame Eldrin, c'est un honneur de vous rencontrer. Bienvenue dans la résidence du marquis d'Asdéon, s'exclama Disha. Ce n'est pas la première fois que ce type m'envoie une lettre de demande en mariage, mais je la refuse à chaque fois sans même la lire. Il m'agace vraiment, mais maintenant je lui suis reconnaissante. Inès réfléchit. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Inès Eldrin. Disha embrassa la main de la jeune fille. Inès lut immédiatement dans ses pensées. Il pensa au fait qu'elle l'avait déjà repoussé plusieurs fois. Et le jeune homme qui se tient sur le côté est mon fils aîné. Je crois que vous avez entendu parler de lui, dit le marquis à la jeune fille. Si vous n'aimez pas parler avec lui, nous lui demanderons de partir, dit Disha. Non, pas du tout. Je suis heureuse de rencontrer un homme aussi célèbre,
s'exclama la jeune fille en tendant la main à Kalad pour qu'il l'embrasse. Kalad prit la main de la jeune fille et la toucha avec ses lèvres. « Comment est-ce arrivé? Qui aurait cru qu'il y aurait des fiançailles avec Lady Eldrin ?» se dit Caladus. 6 pensées furent immédiatement entendues par Inez. « Et pourquoi n'est-il pas heureux de ses fiançailles? Pour beaucoup de familles, c'est comme gagner à la loterie. Et pourquoi part-il? Est-ce que c'est normal ?» s'étonne Inès. Inez et la famille du marquis s'assirent à la grande table pour discuter des détails du mariage à venir. « Alors, Lady Eldrin, le fait que vous soyez arrivée en personne peut-il être considéré comme une attitude positive à l'égard des négociations de mariage ?» demanda le marquis. « C'est exact, » répondit la jeune fille. Inez se rendit compte que la marquise était très directe. Sans plus attendre, elle alla droit au but. « Je ne dis pas cela uniquement parce qu'il s'agit de mon fils. C'est vraiment un marié digne de ce nom. Digat a même composé une chanson sur son désir d'épouser la dame. Et je pense que nous devrions en venir directement au sujet des fiançailles. Quelle date nous conviendrait le mieux ?» La marquise poursuit. « Avant de vous donner une date, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je veux me fiancer, mais pas avec Disha, mais avec son frère, » annonce Inez. Kalad regarda la jeune fille avec étonnement. Kalad n'était pas appelé l'homme le plus malchanceux du monde pour rien. Comme son surnom l'indiquait, il avait vécu une vie de malchance et d'épreuves. Dès sa naissance, il avait été abandonné à la porte d'un orphelinat. Bien qu'il ait eu la chance d'être adopté, ses parents adoptifs ont rapidement eu un fils. Kalad a donc passé son enfance pratiquement seul. Pour Kalad, chaque jour ressemblait à une bataille pour la vie. Il doit être constamment sur ses gardes. Pendant toutes ces années de malheur, Kalad a appris l'humilité. Il supportait tout ce qui se présentait à lui. Kalad aimait beaucoup le maniement de l'épée. Il décida donc de lutter contre l'adversité et de gagner, à force de sang et de sueur, une place dans une escouade de chevaliers impériaux. Cependant, c'est comme si la malchance avait décidé de se moquer de lui et de l'accabler d'un lourd fardeau. L'épée démoniaque Tigrios se choisit un nouveau maître. Il s'agit de Kalad Asdéon. Immédiatement après, il fut condamné à une peine de prison à vie limitée. À ce moment-là, le destin du malheureux était prédéterminé. Jour après jour, Kalad fut victime de trahison de la part de ceux en qui il avait le plus confiance. Il était déshonoré, et partout où il allait, il était hanté par des regards de mépris et de peur. Pour couronner le tout, il ne lui restait plus qu'1 an à vivre. Kalad pensait que c'était la fin de ses malheurs, mais soudain, Dame Eldrin fit irruption dans sa vie. « Dame Eldrin, ai-je mal entendu? Vous ne souhaitez vraiment pas épouser Disha, mais Kalad ?» clarifia le marquis. « N'avez-vous pas entendu les rumeurs concernant Kalad? Il risque de vous porter malheur !» s'exclame le marquis. « Je le sais parfaitement, mais je veux quand même qu'il soit mon fiancé. Je veux vous avouer que j'aime les malheurs, » répond Inez. La jeune fille demanda à Caladus un instant d'attention. « N'es-tu pas trop loin pour une conversation ?» demande Inez à Caladus. « Et puisque tu ne veux pas t'approcher de moi, je vais le faire. » La jeune fille se tourna vers Kalad et marcha presque jusqu'à lui. « Pourquoi es-tu venue chez moi? »« C'est quoi l'autre histoire de fiançailles ?» demanda Kalad. « Pourquoi n'es-tu pas venue à mon magasin d'armes? Je t'attendais. Et au fait, as-tu réussi à goûter ce ragoût spécial ?» demanda la jeune fille. Kalad avait acheté le ragoût il y a quelques jours. C'était la dernière portion. Kalad se dit qu'il aurait dû venir au moins 10 minutes plus tôt. Il aurait pu en acheter davantage. « Ne change pas de sujet de conversation. Réponds à ma question, » demanda Kalad. « Marchons et parlons un peu avec vous, puisque vous voulez savoir pourquoi je suis venue ici. Au fait, réponds-moi à une question. As-tu un petit ami ?» demande Inez. « Et pourquoi demandes-tu cela ?» s'étonne Caladus. « Si tu ne réponds pas à ma question, je le découvrirai pour toi, » avertit Inez. Kalad lui répondit qu'il n'avait pas de maîtresse pour le moment. « Bien, alors ça te dirait de sortir avec moi? Et pour être plus précis, nous ferons semblant de sortir ensemble. Le fait est que je n'ai aucune envie de me marier, mais mon entourage insiste pour que je me marie. Comme j'en ai assez de la pression de mes proches et de mes partenaires, je veux que tu fasses semblant d'être mon amant. »« Et pourquoi moi, au juste ?» demande Caladus. « Tu as une belle couleur d'yeux, mon amant, ment Inez. »
Mais il n'y a pas que la couleur des yeux. Tu es parfait pour moi sur tous les critères. D'ailleurs, je ne pense pas que tu sois fou de moi. Il serait assez désagréable qu'un faux amant tombe réellement amoureux de moi. Et d'ailleurs, je peux vous donner ce dont vous avez besoin. Je vous serai donc utile. Vous bénéficierez également de ce marché. Tu ne veux pas vivre une vie normale? Voulez-vous dire que vous connaissez un moyen qui m'aidera à me débarrasser de mes malheurs? J'ai essayé beaucoup de méthodes et de remèdes, mais rien n'a marché. Comment allez-vous m'aider? Si vous me contactez, le malheur s'abattra sur vous aussi. Kalad l'avertit. Qui sait, peut-être suis-je différent? Peut-être suis-je celle qui peut vous aider? Dit Inès d'un ton pensif. C'est aujourd'hui, nous nous sommes bien amusés. J'ai été amusée de voir un Disha frustré. Je me moquerai de lui pour toujours. L'épée démoniaque Tigrios s'exclama. « Tu ferais mieux de te taire, » lui dit Kalad. « C'est cruel de ta part. Au fait, cette jeune femme a manifestement un problème de tête. Je n'aurais jamais cru qu'elle te proposerait une fausse relation. Sa phrase sur l'amour du malheur me fait rire. » Tigrios poursuit. « Si seulement je pouvais la refuser. Il y a longtemps qu'elle aurait pris la poussière dans un entrepôt quelque part. » Kaladius réfléchit avec nostalgie. « Je refuserai ce mariage. Lady Eldrin est la fille d'un comte. Elle est belle et riche. Quant à moi, je manie une lame démoniaque et, selon la rumeur, je suis malheureux et en phase terminale. Cette fille n'a aucun intérêt à m'épouser, » dit Kalad. « Il me semble qu'elle a une autre raison. Elle poursuit un but qui m'est inconnu. Je suis sûre qu'elle peut tromper. Je ne fais confiance à personne d'autre. Maître, je voudrais vous mettre en garde contre cette fille. Il me semble qu'elle a des capacités qu'elle cache soigneusement, » dit l'épée démoniaque Tigrios. Depuis qu'Inès avait retrouvé ses capacités pour quelques jours, la jeune fille avait immédiatement conclu plusieurs marchés lucratifs. « Cela fait quelques jours que j'ai visité le manoir du marquis Asdéon. En fait, je n'avais rien prévu de tel au départ. Mais y a-t-il un meilleur candidat pour un faux amant que Kaladius ?» se dit Inès. « Il a le statut adéquat, en plus d'être le fils aîné d'une famille qui n'a aucun pouvoir. Et le fait qu'il ne s'intéresse pas à moi a aussi joué un rôle. Comme j'ai besoin d'une excuse pour voir Kaladius souvent, c'est plus pratique d'être en couple. Et d'un autre côté, sa réputation laisse à désirer. Et en plus, il manie une lame démoniaque. Je ne sais absolument pas pourquoi le temple l'a laissé sans surveillance pendant 1 an. Mais tant que je peux gagner de l'argent, le reste n'a pas d'importance. À en juger par le fait que la réponse n'est toujours pas venue, je pense que Kalad a l'intention de refuser l'offre. Dans ce cas, je dois lui expliquer pourquoi il devrait accepter mon offre. Je devrais profiter des malheurs que j'ai vus en traitant avec Disha. Quelque temps plus tard, ma famille le poursuivra en justice. Il se retrouvera sans le sou. Maîtresse, il y a beaucoup plus de lettres aujourd'hui que d'habitude. C'est sans doute parce que la rumeur s'est répandue dans la capitale que vous êtes fiancée au propriétaire de l'épée démoniaque, dit Shamor en entrant dans la pièce. Ah, comme tout cela arrive à point nommé, dit Inès avec un sourire. Une lettre est également arrivée de la part du comte, ton grand-père. Shamor tend à Inès une enveloppe rouge timbrée. Il se demande comment je vais. Il semble qu'il commence à se sentir beaucoup mieux. Et si les choses vont aussi bien qu'elles vont, il sera de retour ici dans l'année, raconte Inès en finissant de lire la lettre. La jeune fille voulait vraiment recevoir une lettre de son petit frère Allo, mais malheureusement, il n'y avait rien. Inès aimait beaucoup son frère, et après la mort de sa mère, il était devenu encore plus proche d'elle. « Sis, tu vas vraiment te marier ?»« Allô, tout excité !» fit irruption dans le bureau d'Inès. L'Académie Priscilla était une académie prestigieuse où affluaient les talents de tout l'Empire. Mais même là, dans un endroit où se réunissaient des personnalités exceptionnelles dans tous les domaines, il y en avait une qui sortait du lot, et c'était Ailo Eldrin. Allo avait obtenu la meilleure note lors du processus d'admission. Il avait une apparence angélique, si bien que beaucoup de gens le trouvaient doux et inoffensif. À une époque, Allo ne voulait pas aller à l'académie. Il voulait continuer à vivre avec sa sœur Inès. Lorsque Allo apprit que sa sœur allait se marier, et même avec le maître de la lame démoniaque, il se précipita à la maison. Allo savait qu'il ne le laisserait pas partir, alors il a décidé de se battre.
Le jour même, le directeur de l'académie l'a suspendu pour quelques jours. Le garçon a été renvoyé chez lui. « Sis, dis-moi que rien de tout cela n'est vrai. Que ce ne sont que de fausses rumeurs » demande Halo. « Bien sûr que tout est faux. Je n'ai pas l'intention de l'épouser, je veux en faire mon faux amant. Je n'ai pas l'intention d'avoir une relation sérieuse, je veux juste cet homme. » Inès avoue. « Si j'ai bien compris, dès que tes pouvoirs te reviendront, tu rompras immédiatement avec lui ?» Halo clarifie. Inès acquiesce en silence. « Je suis désolée de t'avoir crié dessus. C'est juste que j'ai été très surprise quand j'ai appris la nouvelle à ton sujet. J'ai même dû frapper un type qui insulte souvent notre famille pour qu'il rentre à la maison. Je suis bien conscient que je n'aurais pas dû recourir à la violence, mais je n'ai rien trouvé de mieux à ce moment-là. Mais je ne l'ai pas frappé fort. Il s'en sortira. La prochaine fois que tu voudras rentrer chez toi, tu me diras ça. »« Je m'en occuperai, » dit Inès à son frère. « Tu as entendu parler d'eux ?» demande Halo. Inès devina qu'il s'agissait du marquis Herbert et de sa nouvelle famille. « Non, nous n'avons pas encore eu de nouvelles, » répond Inès. « Halo se réjouit de cette nouvelle ?» Inès savait que quelqu'un essayait de se rapprocher de son frère Halo. Il pouvait s'agir du marquis Herbert ou de l'enfant illégitime de son père. De plus, la famille du marquis Herbert aurait pu inclure leur demi-sœur pour nuire à Halo avec l'aide du marquis. « Madame, un message est arrivé de la part des gardes. Ils disent que les bijoux qui ont été volés il y a quelque temps ont finalement été retrouvés, » dit Chamor. Cette nouvelle réjouit Inès au plus haut point. Il était clair que l'appât avait été avalé. « Allô, je suis désolée, mais je dois sortir un moment. Je dois aller chercher mon futur amant. » Inès dit à son frère et quitta la pièce. Khalad frissonna d'effroi et se redressa brusquement sur le lit. Cela faisait plusieurs jours qu'il faisait le même rêve. Il voyait une fille, dont il ne pouvait voir le visage, s'approcher lentement de lui. Elle voulait manifestement obtenir quelque chose de lui. « Maître, êtes-vous réveillé? Il semble que le temps soit magnifique aujourd'hui. Et si nous allions voir cette jeune fille ?» demanda Khalad avec son épée démoniaque. En ouvrant le journal du matin, Khalad lut que Lady Eldrin sortait avec Gerd Hoffman. « Eh bien, regardez les célèbres prétendants de cette jeune femme. Elle doit être très riche. Maître, c'est une chance sur 1 million. Quand aurons-nous l'occasion de recevoir une demande en mariage de la part d'une telle personne ?» s'exclama l'épée. « Abandonnez vite cette troupe de chevaliers et courez vers elle. Pourquoi es-tu toujours inactif ?»« Khalad, voici la chose. » Tu vois, Disha semble avoir de nouveau des problèmes. Il était déprimé ces derniers temps, alors il a bu à l'excès et a rencontré ce type. Il a accepté de rendre service à cet homme. Baissant humblement les yeux vers le sol, la marquise dit « En arrivant à l'endroit convenu, Digat a rencontré les gardiens. Il prétend avoir été contraint de remettre les pierres précieuses volées à la famille Eldrin. Disha devra assumer la responsabilité du volume. »« Je dois me mettre au travail, » dit Khalad. Il en avait assez de s'occuper des problèmes de son frère. « Nous avons déjà envoyé notre homme au palais impérial. Comme nous avons pris un congé médical, tu devras t'occuper du séas de Disha, » dit le marquis. « Vous voyez, nous avons pensé qu'il serait bon que vous demandiez à Dame Eldrin de traiter Disha avec indulgence. » En détournant son regard, le marquis dit « Je n'ai rien à voir avec Dame Eldrin. Je n'ai rien à voir avec Dame Eldrin. Je dois aller travailler. Vous m'avez déjà gardé très tard. » dit Caladus en tournant le dos au marquis et à la marquise. « Tu veux dire que le travail est plus important pour toi que la famille? C'est comme ça qu'on t'a élevé? Voulez-vous être chassé de votre famille? » Le marquis et la marquise s'exclament d'une seule voix. Khalad savait que seuls les nobles étaient acceptés dans l'ordre des chevaliers impériaux. Si le marquis l'excluait, il devrait renoncer à son poste de capitaine et il ne lui resterait plus rien. « Je vais essayer de faire quelque chose. Il est vrai que je ne suis pas sûr que Dame Eldrin tienne compte de mes paroles, » dit Khalad. Khalad monta dans son carrosse et se rendit à la prison locale où était détenu son jeune frère Disha. « Oh, ton petit frère est fou. Il n'y a pas d'autre solution. Comment peux-tu continuer à te mettre dans des situations pareilles ?» s'exclama l'épée démoniaque Tigrios. « Je vais régler ce problème rapidement maintenant et me mettre directement au travail. » Khalad se le promit. « Et pourquoi t'a-t-on encore envoyé vers moi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je suis en fait la victime, pas le coupable.
Tu es le commandant d'une escouade de chevaliers. Règle vite les choses ici. Je veux rentrer chez moi !» s'exclama Dikat en voyant son frère sur le seuil de la cellule. Peu de temps après, une Inès souriante entra dans la cellule. Khalad remarqua que la jeune fille n'avait pas l'air de quelqu'un à qui on aurait volé quelque chose d'important. L'homme devina qu'il s'agissait d'un piège. Inès avait utilisé Disha pour l'attirer. « Cela fait longtemps, dame Eldrin. Je tiens à vous assurer que je ne suis coupable de rien », s'exclama Disha. « Comment pouvez-vous prétendre être innocent alors que vous êtes venu sur les lieux d'une transaction avec des bijoux volés à notre famille ?» demande Inès. « On m'a demandé une faveur. Je ne savais absolument pas à qui appartenaient ces objets, » répondit Kat. « Y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui accepte d'honorer une demande sans vérifier la marchandise ? Je pense que tu es vraiment un idiot !» s'exclame la jeune fille. Inès fit signe à Kaladus de s'asseoir pour discuter plus en détail. « Oh, regardez comme cette jeune femme fait bonne figure !» chuchota l'épée à Tigrios. « Les bijoux que tu as volés valent plus de 2 millions de pruelles. Oui, ils m'ont été rendus, mais en les examinant, j'ai trouvé quelques égratignures, » dit Inès. « Alors je vous servirai pour vous rembourser. » « Dame Eldrin, acceptez mes sentiments. Je ne pense toujours qu'à vous, » s'exclama Disha. « C'est une sorte de folie. J'aurais dû le gifler, » se dit Khalad en se serrant la tête de désespoir. Inès fait claquer le bout de sa chaussure contre la botte de Khalad. Khalad regarde la jeune fille avec méchanceté. Il avait compris où elle voulait en venir et il n'avait pas d'autre choix. S'il n'obtenait pas sa pitié maintenant, il serait tout simplement chassé de la famille. De plus, s'il était avec Inès, il aurait l'occasion de remettre la famille à sa place. « Dame Eldrin, je suis sûre que je peux être un excellent époux pour vous, » continua Disha. Il ne semblait pas se rendre compte de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. « Disha, taisez-vous. Un tel comportement irrespectueux est inacceptable, » dit Khalad d'un ton furieux. « Et pourquoi t'immisces-tu soudain dans ma conversation ? Et pourquoi devrais-je t'écouter ?» Disha s'étonna. Khalad ne lui avait jamais parlé de la sorte auparavant. « Oui, parce que je suis l'amant de dame Eldrin, » répondit Khalad. « Eh bien, je serai indulgent avec toi, Disha, car mon amant est proche. Et tu ne dois plus jamais lui parler sur ce ton. Cela me met de mauvaise humeur, » dit Inès avec un léger sourire. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle voulait. « Puisque nous avons déjà discuté de tout, je m'en vais. Et au fait, dit Gat, si cela se reproduit, la prochaine fois, nous te retrouverons au tribunal, » dit Inès en quittant la cellule. « C'est toi qui as organisé tout ça, c'est ça ?» demande Khalad à la jeune fille. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Crois-le ou non, je savais à l'avance ce que ton frère allait faire, alors j'en ai simplement profité, » répondit Inès. « Connu à l'avance ?» marmonna Kaladus, surpris. « J'ai un don particulier. Je peux voir les malheurs qui peuvent arriver à une personne. Pour cela, il me suffit de le toucher, » admit Inès. « Mais de telles capacités existent-elles dans notre monde ?» s'interroge Khalad. « N'es-tu pas un expert en la matière ? Si tu le souhaites, je peux t'en dire encore plus sur mes compétences. Puisque tu t'es dit mon amant, cela signifie que tu as accepté mon offre, n'est-ce pas ?» demanda Inès. Khalad baissa les yeux en silence. Il n'aimait pas cette situation, mais il ne voulait pas perdre sa position de capitaine. « J'ai souffert à cause de mes capacités. Mes parents ne me croyaient pas et s'éloignaient de moi, pensant que je leur apporterais des ennuis. Tout le monde sait qu'il n'est pas normal de voir le malheur des autres, n'est-ce pas ?» remarque Inès. « C'est pourquoi j'ai décidé de vivre seule, sans me marier. Mais être célibataire à cet âge-là, c'est difficile, tu ne crois pas ? Je sais que mon amoureux ne peut pas être n'importe quel homme. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne. Il m'a semblé que je pouvais partager mon secret avec vous, car nos destins sont semblables. »« Je crois que vous m'offrez des conditions trop favorables, » marmonna Khalad. « Je ne peux pas lui dire que ces derniers temps, il est la poule aux œufs d'or pour moi. Dernièrement, le pouvoir ne me revient qu'après avoir touché Khalad, » se dit Inès. « N'oublie pas que je ne fais jamais rien qui ne me rapporte rien, » dit Inès. Une pluie fine commence à tomber. Inès ouvre le parapluie sur la tête de Khalad. « D'accord, je serai ton faux amant, » dit Khalad en prenant le parapluie des mains de la jeune fille. « Maîtresse, vous allez prendre froid. » Shamor s'approcha d'Inès et ouvrit le parapluie au-dessus d'elle. « Je ne pense pas que nous puissions terminer notre conversation ici.
Et si nous continuons chez moi, nous pourrons y discuter de tous les détails de notre accord, dit Inès à Caladou. Oh, bien sûr, je comprends que ma sœur a besoin d'un faux amant, mais pas Calad Asdéon. Je me suis encore fait des ennemis. En plus, je dois protéger ma sœur de cette femme et de ce vieil homme diabolique, cria Allô en tapant de toutes ses forces du poing sur l'oreiller. Reni Herbert était la demi-sœur de Allô et d'Inès. Elle voulait être amie avec le garçon, mais il l'évitait car il avait compris qu'elle ne cherchait qu'à gagner de l'argent. Ok, je m'occuperai de tous ces gens plus tard. Pour l'instant, je dois protéger ma sœur de l'homme le plus malchanceux du monde. Que peut-il lui faire? Même si ma sœur a dit qu'elle romprait avec ce type une fois qu'elle aurait retrouvé ses capacités, je dois encore trouver un moyen de le faire moi-même sans son aide. Il faut la forcer à se séparer du maître de la lame démoniaque. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte si rapidement. J'avais l'impression qu'il me faudrait faire plus d'efforts. C'est peut-être parce que nous avons développé une connexion émotionnelle, se dit Inès. Quoi qu'il en soit, je suis contente qu'il ait accepté et que je n'ai pas eu à recourir au chantage. En plus, je n'ai pas perdu d'argent puisque j'ai remplacé le bijou par un faux au préalable. Notre accord est bon pour nous deux. Je retrouve mes capacités et Calad Asdéon évite d'être malheureux. Nous sommes parfaitement assortis. L'homme le plus malchanceux du monde et une femme qui peut prévoir les catastrophes. Mais pourquoi Calad est-il devenu l'héritier de la maison Asdéon? Il est peut-être le fils aîné, mais il a été adopté, et la famille Asdéon lui est indifférente. Maîtresse Inès, comme vous l'avez demandé, nous avons identifié les personnes qui ont été en contact avec le jeune monsieur Allô. Parmi elles, Reni Herbert. Elle a envoyé une lettre, rapporte Chamor. Et dans quel but lui a-t-elle envoyé une lettre? Demande Inès. Elle était très réticente à l'idée que son frère Allô communique avec Reni. Nous n'avons pas été en mesure de le découvrir pour le moment. Chamor répond. Elle doit avoir perdu la tête? Il faut que je la voie au plus vite, dit Inès. J'ai pensé que tu réagirais ainsi. Alors j'ai pris une invitation. La comtesse Brigitte organise un goûter ce soir. Parmi les invités, il y a Reni Herbert. Chamor tend à la jeune fille une enveloppe contenant l'invitation. Il s'agit de sa demi-sœur Reni, qu'Inès a rencontrée il y a quelques années. La jeune fille sourit comme si elle ne connaissait pas la situation de ses parents et les problèmes qui avaient surgi dans la famille. Elle fait également semblant d'être pathétique pour gagner la sympathie des domestiques. Quelle menteuse! Je me demande combien d'argent père a volé à l'époque. Quel culot de dépenser l'argent de sa mère avec tant de prodigalité et, après son bannissement, de loger dans le manoir et de nous harceler, Allô et moi, pensait Inès en se rendant chez la comtesse Bridget. Elle a essayé de me montrer à quel point papa l'aimait pour me rendre jalouse. Reni rend les autres jaloux d'eux-mêmes et sème la discorde et le chaos. Elle fait semblant d'être bonne tout le temps, mais dès qu'on en parle, elle montre immédiatement son vrai visage. « Vous dites que Reni a fêté sa majorité cette année ?» demanda Inès. Chamor lui répond que la célébration a eu lieu le mois dernier. Pourtant, cela fait des années que je ne l'ai pas vue. Après avoir appris que ma mère était tombée malade après avoir été bannie de la maison Eldrin, je suis retournée sous l'aile du comte. À ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de me préoccuper de Reni, se dit Inès. Quand je suis retournée chez le comte, je n'arrêtais pas de penser à l'endroit où je pourrais trouver de l'argent. Si je n'ai pas touché à Reni, ce n'est pas parce que je lui avais pardonné. J'attendais juste le moment. Et qui aurait pensé qu'elle contacterait Allô? Je pense qu'elle devrait recevoir un avertissement. Est-il vrai que Madame Inès sera présente au goûter ce soir? J'avais l'impression qu'elle n'assistait pas à ce genre d'événement. Les filles assises à la table s'exclament. J'ai moi aussi été surprise de recevoir un message de sa part ce matin, répond la comtesse Bridget. Une Inès souriante entra dans la pièce. Entrez, Lady Eldrin, nous sommes très heureux de vous voir, s'exclama la comtesse Bridget. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'assister à votre événement. Inès répondit par un sourire satisfait. Sœurette, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, dit Reni avec un doux sourire. La comtesse Brigitte désigne la chaise vacante à côté d'elle. Elle fit signe à Inès de s'y installer. Reni fit comme si elle avait accidentellement renversé une tasse de thé. La tasse tomba sur la chaise libre à côté de la comtesse. « Oh, je suis désolée, je suis si maladroite aujourd'hui », s'exclama Reni. « Attendez un peu, la nappe et les chaises vont être remplacées tout de suite. »
dit la comtesse Brigitte d'une voix enthousiaste. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il y a encore des places disponibles. Je vais m'asseoir ailleurs, » dit Inès en s'asseyant sur une chaise libre. « Je n'avais pas réalisé que tu te joignais à nous. C'est comme si un rêve devenait réalité. On parle tellement de toi dans les journaux. Vous êtes extraordinaire. » Lady Sophia s'exclame. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, ma sœur. Je suis heureuse que vos affaires se soient améliorées. Cependant, j'ai appris que le navire d'André avait coulé. Vous avez investi beaucoup d'argent dans ce bateau. Qu'allez-vous faire maintenant ?» Reni fait mine d'être mal à l'aise avec cette question. « Ah, quand j'ai appris votre naufrage, je me suis beaucoup inquiétée pour vous. Tu dois être très contrarié? Et si vous investissiez dans le bateau de Tillet la prochaine fois? Père y a investi récemment et a fait un bon profit. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'investis jamais de grosses sommes dans des bateaux qui risquent de couler, » répond Inès. « Mais j'ai entendu dire que tu avais investi 5 millions de pruils dans ce bateau, n'est-ce pas ?» objecte Reni. « Est-ce que 5 millions de pruils, c'est beaucoup d'argent? J'avais même oublié jusqu'à ce que vous me le rappeliez, » dit Inès. « Puisque nous sommes de la même famille, appelez-moi par mon prénom. Être appelée madame est trop cruel pour une sœur, » remarque Reni. « Des membres d'une même famille? De quoi parlez-vous? Je n'ai jamais eu de sœur, et je n'ai même pas de père, » répond Inès à la jeune fille. « Comment peux-tu dire une chose pareille? Mon père serait fâché s'il entendait une chose pareille, » s'exclame Reni. « Madame, du point de vue de la loi, le marquis Herbert est un étranger pour moi. Il est pire qu'un animal. Non seulement il a trompé tout le monde, mais il a volé les biens de sa femme. Il a gardé ses enfants dans sa maison pour éviter de payer la pension alimentaire. Il a été déchu de ses droits parentaux. » Haussant les épaules, Inès dit « Oh, oh, tu n'es pas un peu dur avec ton père ?» demande Reni avec enthousiasme. « Madame, si vous continuez à parler comme ça, ce n'est pas mon père. On dit que même les animaux s'occupent de leurs petits. Je ne peux pas considérer comme père quelqu'un qui est pire qu'un animal, » répond Inès. « Même si j'ai une mère différente, je vous considère, toi et Allo, comme mes parents. Je veux juste être amie avec tous les membres de ma famille. » Modestement, Reni baisse les yeux vers le sol. Pourquoi s'intéresse-t-elle tant à Allo? Veut-elle vraiment prendre le meilleur pour elle? Veut-elle jouer avec Allo comme avec une poupée? Se demande Inès. « Madame, si vous voulez jouer à la famille, vous devriez aller voir ailleurs. Si je découvre que tu as encore envoyé une lettre à Allo, je ne sais même pas ce que je te ferai, » dit Inès d'un ton menaçant à sa demi-sœur Reni. Inès se tourna vers la comtesse Bridget et s'excusa d'avoir fait voir à toutes les personnes présentes une situation aussi inconvenante. La jeune fille s'excusa et quitta la pièce. Calladus rêva à nouveau d'une jeune fille qu'il ne reconnaissait pas et dont il ne voyait pas le visage. La jeune fille lui demande d'attendre un peu. « C'est la première fois qu'elle me parle. De quoi s'agit-il » pensa Calade en se levant du lit. « Maître, allez-vous sortir avec cette femme ce soir » demanda Calade à son épée démoniaque Tigrios. « C'est un jour de congé aujourd'hui, alors je peux aller la voir. Je ne lui fais toujours pas confiance car je ne sais pas ce qu'elle attend de moi. Je suis sûre que je vais être déçue. Il en a toujours été ainsi, il en sera de même cette fois-ci. Je jouerai le jeu jusqu'à ce qu'elle abandonne la première. » Calade se décida pour lui-même. « Je suis venu voir Dame Eldrine, » dit Calade en entrant dans la maison. « Ma sœur est sortie. Elle n'est pas là pour le moment. » Croisant les bras sur sa poitrine, Allo se montra hostile. « C'est probablement son petit frère. C'est étrange qu'elle ne soit pas là. J'ai envoyé un message avant de partir et elle a reçu une lettre m'invitant à visiter le domaine. Peut-être s'est-elle trompée quelque part ?» se dit Calladus. « Alors je viendrai la prochaine fois, » marmonne Calade. « Ce n'est pas la peine, discutons plutôt jusqu'à ce qu'elle revienne, » suggère Allo. « Le frère et la sœur sont tous deux de la même espèce. Ils n'écoutent personne. Ils sont indifférents aux pensées et aux désirs de ceux qui les entourent, » pensa Calade. « Tu sais que ma sœur est très populaire. Tu te rends compte toi-même qu'il y aura des difficultés si vous faites semblant d'être amants et que vous tombez accidentellement amoureux, » dit Allo. « Cela n'arrivera pas, » promet Calade. « C'est vrai, parce que je passerai toujours en premier !» cria Allo à haute voix. « Allo, as-tu décidé de faire de l'humour avec ton invité? De quoi discutiez-vous tous les deux pendant mon absence ?» « Calade,
Qu'en penses-tu, j'ai un petit frère très mignon ?» demande Inès en entrant dans la pièce. Elle demande à son petit frère de rester un moment seul avec Kalad. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes si tôt. Je me suis absentée un peu pour affaires, mais dès que j'ai entendu parler de ta rencontre officieuse avec Allo, je suis revenue, » raconte Inès. J'ai envoyé une lettre à l'avance. Sans lever les yeux sur la jeune fille, Caladus marmonne. Tu as envoyé une lettre ? Je n'ai rien reçu. Il a dû y avoir une confusion. Quoi qu'il en soit, c'est bien que tu sois venu. Discutons ensemble de CE dont nous n'avons pas pu parler à l'époque. Je voudrais clarifier certaines choses avec toi. Ça ne te dérange pas ? Demande Inès. J'ai décidé de passer un contrat avec toi pour 1 an, et si nous sommes encore en vie, nous le renouvellerons. Je tiens à préciser qu'il est interdit d'avoir d'autres amants pendant la durée du contrat. Chacun fera de son mieux pour maintenir un semblant de relation. Je m'engage à supporter tous les frais pour vous. De votre côté, vous me protégerez des autres hommes. Les contacts physiques sont uniquement consensuels. Dans certains CA, vous pouvez vous tenir la main sans consentement préalable. Enfin, il est interdit d'avoir des sentiments l'un pour l'autre. Je vous en supplie, ne tombez pas amoureux de moi. Je te promets que je ne tomberai pas amoureux de toi, répond Caladus. Inès tendit une plume à Kalad pour qu'il signe son nom. En touchant la main de l'homme, Inès vit qu'il mourrait dans 1 semaine. Inès voyait clairement que des hommes masqués feraient irruption dans la maison de Kalad et lui donneraient un coup d'épée dans la poitrine. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Il s'est passé quelque chose ?» demanda Kalad à la jeune fille. Il pouvait voir qu'elle était en état de choc. « J'ai vu qu'1 semaine plus tard, un grand malheur t'arrivera. Ta maison sera cambriolée par des assassins. Tu ne pourras pas survivre. » Inès répondit. « Je vois. » marmonna Caladus. Inès comprit à sa réaction que ce n'était pas la première fois que cela lui arrivait. Il avait déjà été attaqué par des assassins. « Après que je sois devenu le maître de l'épée démoniaque, le nombre de menaces a augmenté. Je n'en suis pas sûre, mais je pense que les disciples d'Igfrid sont impliqués, » dit Kalad à la jeune fille. Igfrid était une divinité vénérée par la plupart des pays du continent. Cette divinité donnait du pouvoir aux terres du continent par l'intermédiaire d'un arbre divin. Cet arbre était si grand que ses racines s'étendaient sur toute la terre. Grâce à l'arbre, la terre produisait de bonnes récoltes. Mais soudain, l'épée démoniaque Tigrios apparut et endommagea l'arbre. C'est pour cette raison que les disciples de la divinité Igfrid voulaient tuer Kalad. Si Kalad est constamment menacé et qu'on essaie de le tuer, pourquoi le temple ne le prend-il pas ? Je ne peux pas le faire tuer tant que je n'ai pas retrouvé toutes mes capacités, se dit Inès. Je ne pense pas que tu doives t'inquiéter de ce que j'ai vu. Toi et moi sommes prévenus, ce qui signifie que nous sommes armés. Nous empêcherons votre disparition, dit Inès à Kaladou. Tu n'as pas peur ? Si tu continues à me chercher des noises, tôt ou tard, tu seras toi aussi en danger, dit Kalad d'une voix surprise. Ne vous inquiétez pas pour moi. L'Empire ne laissera rien m'arriver. Je suis extrêmement favorable à l'Empereur. Et pour ce qui est de l'attaque contre toi, j'ai déjà pensé à une 10aine de façons d'arrêter les assassins. Voulez-vous les connaître ? Demande Inès. Comme j'ai une mauvaise réputation, tu vas entendre beaucoup de choses négatives à mon sujet, avertit Kalad. Quiconque a dit du mal de moi. Cela n'a pas été un problème pour moi pendant longtemps. Et j'ai compris qu'il était impossible de plaire à tout le monde. On ne parle de personne d'autre autant qu'on parle de moi, répond Inès. Mais puisque vous n'avez pas d'autres questions à me poser, je vous propose de signer les papiers. Inès tendit une plume à Caladus. L'homme apposa sa signature au bas du contrat de leur partenariat. Puisque tu es maintenant mon amant, tu dois repousser ceux qui tenteraient de m'approcher. Nous devons apparaître aux yeux de notre entourage comme un vrai couple. C'est pourquoi je te suggère d'acheter une paire de bagues. Inès prit Kalad sous le bras et le conduisit dans la bijouterie. « Bienvenue, maîtresse Eldrin !» La vendeuse s'exclama et s'inclina devant Inès. « Je suis venue vous voir avec mon fiancé pour voir des bagues de fiançailles, » dit Inès à la vendeuse. « Nous avons besoin de 2 bagues, alors faites attention à leur qualité. » La vendeuse conduit les chers invités au comptoir et commence à leur montrer toutes sortes d'alliances. « Maître, j'aime ces diamants. Vous devez les prendre. Prends les plus gros. Les diamants valaient beaucoup d'argent il y a des centaines d'années.
et garderont leur valeur même après votre mort. Et si tu romps avec cette jeune femme, tu auras toujours les diamants, chuchota l'épée à Tigrios. Ce serait une bonne idée de vendre cette épée bavarde à un collectionneur et d'utiliser le produit de la vente pour m'acheter une bague, se dit Kalad. Nous avons déjà choisi les anneaux. Si vous le souhaitez, nous pouvons les graver à l'intérieur, propose la vendeuse. L'idée de la gravure plaît à Inez. La vendeuse lui demande le nom de celui qu'elle a choisi. « Il s'appelle Kalad Asdeon », dit Inez. En entendant ce nom, la vendeuse frémit de peur. Une fois la gravure terminée, Inez prit Kalad sous le bras et l'entraîna vers la sortie du magasin. « Il y a probablement déjà des journalistes entassés sous cette bijouterie. Alors quand on sortira, mets ton bras autour de mes épaules », demande Inez. La jeune fille voulait que l'Empire sache le plus vite possible qu'elle avait un amant. En voyant l'homme avec lequel Lady Eldrin sortait, les journalistes se figèrent sur place, surpris. « Avez-vous des nouvelles pour moi ?» L'empereur Gérard Benediction demande à votre secrétaire. On dit que la fille aînée de la famille Eldrin a l'intention de se fiancer avec le porteur de la lame démoniaque, répondit le secrétaire. C'est la nouvelle que j'ai entendue ce matin. La jeune fille a donc décidé d'épouser le propriétaire de l'épée démoniaque. On parle même de la famille Eldrin au palais impérial, grommela l'empereur. La famille Eldrin a parcouru un long chemin depuis la disgrâce et la ruine jusqu'à choquer l'Empire tout entier. Et maintenant, la fille aînée de la famille a choisi comme époux le propriétaire d'une clinique démoniaque. Cette épée est apparue pour la première fois depuis 100 ans et a choisi un membre de l'ordre des chevaliers impériaux comme propriétaire. Lorsque l'on apprit que la lame maudite avait choisi l'un des chevaliers impériaux comme maître, le conseil fut très irrité. Cependant, le grand prêtre interdit le renvoi de Kalad Asdeon. Il fut promu de vice-capitaine de la première escouade à capitaine de la troisième escouade. Cette mesure visait à assurer la sécurité de l'empereur. La troisième escouade opérait à l'extérieur du palais impérial. Pendant plusieurs jours d'affilée, les journaux ont annoncé que Lady Eldrin, connue de tous, s'était fiancée à Kalad Asdeon, le maître des lames démoniaques. Dans 6 mois ou 1 an, Kalad sera emmené dans un temple où sa santé mentale sera surveillée jusqu'à sa mort. Après cela, je ne me marierai pas pendant au moins quelques années, car je serai considérée comme une veuve éplorée, pensa Inez en regardant la bague. Mais pourquoi le temple accorde-t-il un sursis au propriétaire d'une épée démoniaque? Puisque les précédents propriétaires ont été frappés par la folie tôt ou tard, pourquoi n'ont-ils pas pris le suivant dès que l'épée l'a choisi? Comme j'ai besoin de rester en contact avec Kalad pour que mes pouvoirs soient toujours avec moi, je dois m'y accrocher jusqu'au dernier. Je dois aussi me renseigner sur les anciens propriétaires de la balle. Peut-être que le temple peut trouver quelque chose sur les propriétaires de la lame? Shamor entra dans le bureau. Elle portait une lettre du palais impérial sur un plateau d'argent. En prenant l'enveloppe, Inez toucha accidentellement la main de Shamor. La jeune fille entendit immédiatement les pensées de son assistante. « Comment cet impertinent a-t-il osé molester Mademoiselle Inès? Et qui aurait cru que la mine dans laquelle Madame a investi deviendrait si peu rentable? Si seulement ce salaud s'y connaissait en gestion !» se dit Shamor. « Shamor, nous devons nous débarrasser des mines du Sud. J'ai récemment réalisé que c'était un mauvais investissement, » lui dit son assistante Inez. Après avoir parlé à Kalad pendant 1 journée, Inès a compris pourquoi on l'appelait l'homme le plus misérable de la terre. Tout d'abord, il a été aspergé d'eau alors qu'il passait devant un immeuble d'habitation. Lorsqu'ils sont entrés dans le magasin pour lui acheter de nouveaux vêtements, Kalad a failli être heurté par un pot de fleurs qui lui est tombé dessus depuis l'étagère supérieure. En sortant du magasin de vêtements, Kalad a failli être heurté par un chariot chargé. « Pouvons-nous mettre fin à notre rendez-vous d'aujourd'hui ?» demande Kalad à la fille. « Non, je ne te laisserai pas partir seule. Il va sûrement arriver quelque chose en chemin, » s'exclame Inez. « J'ai entendu dire qu'il n'avait pas de chance. Mais pas à ce point, » dit Shamor d'une voix surprise. Elle craignait que la présence de sa maîtresse auprès d'une personne aussi malchanceuse ne lui cause des ennuis. Comme Kalad subit constamment des malheurs, il peut mourir de n'importe quelle petite chose ou de n'importe quelle catastrophe naturelle. Si la foudre le frappe soudainement, je ne pourrai pas le sauver. Et comment puis-je prévoir cela? Se dit Inez.
Si la chance n'est pas de ton côté, tu risques d'être blessé. Veux-tu encore que je sois ton amant? Tu as vu ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Demande Khalad à la jeune fille. Bien sûr que c'est une coïncidence. Cela peut arriver à n'importe qui. Pourquoi t'en veux-tu toujours? S'exclame la jeune fille. Inès devina que les gens autour de Khalad le blâmaient constamment pour ses échecs. Maintenant, il se sentait coupable d'être hanté par la malchance au quotidien. Qu'est-ce qui te fait croire que tous ces malheurs sont de ta faute? Tout d'un coup, c'est ma faute. J'ai eu un peu de malchance ces derniers temps. Le bateau dans lequel j'avais investi une grosse somme d'argent a soudainement coulé. Il y a eu un incendie en cuisinant, raconte Inès. Ignorons ce qui s'est passé et changeons de décor, d'accord? Propose Inès en prenant Khalad sous le bras. Elle voulait voir à l'avance ce qui lui arriverait dans un avenir proche. La jeune fille décida de garder un œil constant sur l'avenir de Khalad. En marchant sous le bras de Khalad, la jeune fille lisait ses pensées. Il se disait qu'il n'avait jamais goûté à la tarte aux pommes vendue dans la confiserie qui venait d'ouvrir. « Khalad, tu aimes les tartes aux pommes? Si c'est le CAS, nous pouvons aller à 12th Street où ils vendent de délicieuses tartes aux pommes. Tu veux goûter? » demande Inès. Le jour où Khalad devait être attaqué par les assassins arriva. Quelques jours auparavant, Inès lui avait donné quelques conseils qui pourraient lui sauver la vie. La jeune fille demande à Khalad de se comporter comme d'habitude, mais refuse de dîner. Lors du premier rendez-vous, même s'il s'est passé beaucoup de choses, il ne s'est rien passé de grave. Je n'ai pas été blessée et je n'ai pas causé de dégâts. J'ai même pu goûter à la tarte aux pommes que je voulais manger depuis si longtemps, se dit Calladus. N'ai-je jamais été aussi paisible dans cette vie? J'aimerais pouvoir continuer ainsi, mais pour l'instant, ce n'est qu'une chimère. Il faut que j'arrête de souhaiter tant de choses. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Dans quelques mois, on m'emmènera au temple, moi ou mon corps, à bout de souffle. Je pensais qu'elle commencerait à me demander quelque chose une fois que nous aurions entamé une relation fictive, mais rien ne s'est passé. Quel que soit le malheur qui m'a frappé ce jour-là, elle ne m'a toujours pas quittée. Peut-être que je ne sais pas exactement comment elle m'utilise. Il me faut du temps pour réapprendre à faire confiance aux gens. On s'est servi de moi trop souvent. Se souvenant des paroles de la jeune fille, Khalad jeta son dîner par la fenêtre. Il plaça ensuite son épée à côté de lui et attendit. Pourquoi ne dort-il pas? On m'a dit de lui donner des somnifères. Ils se sont trompés? Chuchota l'un des mercenaires en jetant un coup d'œil dans la chambre de Khalad. Peu importe qu'il soit le porteur d'une lame démoniaque ou non, il reste humain. Nous n'aurons pas de mal à nous occuper de lui, dit le chef des mercenaires en entrant dans la chambre de Khalad. Alors que les mercenaires entraient dans la chambre de Khalad, ils furent confrontés à un autre groupe de mercenaires. « Vous êtes aussi venus pour tuer le maître de l'épée démoniaque ?» Le chef des mercenaires était surpris. « Nous sommes arrivés les premiers. Alors mettez-vous en rang !» dit le chef de la seconde bande de mercenaires. « C'est étrange. Pourquoi ont-ils soudainement décidé de s'affronter ?» demanda Khalad avec son épée. « Maître, si nous nous joignons à eux? Quelque chose me dit que ces types ne sont pas là pour jouer les héros. Tu peux dormir tranquille. Quand nous en aurons fini avec eux, nous nous mettrons en route, dit le chef du second groupe de mercenaires à Khalad. Ah non, ils sont venus jouer aux héros après tout. Qu'est-ce que c'est que cet amusement? Que font les assassins des assassins ici? Demanda Sword. Khalad demanda au deuxième groupe de mercenaires qui les avait envoyés, ce à quoi il reçut la réponse qu'ils avaient été engagés par Dame Eldrin. Inès remarqua que ses capacités s'étaient renforcées et améliorées récemment. La zone de malheur qu'elle pouvait voir s'était élargie. « Mais j'ai toujours besoin de Khalad pour maintenir ma capacité. Jusqu'à ce que je trouve comment maintenir le pouvoir sans lui, j'ai besoin d'être près de lui, » se dit Inès. « Au fait, assisterez-vous au banquet d'anniversaire de Sa Majesté ?» demanda Inès à son assistant Shamor. « C'est exact. J'ai reçu une invitation de la maison impériale. Comment ai-je pu l'oublier? Eh bien, peut-être que l'événement de cette année vaut la peine d'être organisé après tout, dit Inès d'un ton pensif. Il n'y a pas de meilleur endroit que le palais impérial pour présenter un partenaire. Les ragots s'y propagent à la vitesse de l'éclair. Si je présente officiellement mon amant lors du banquet,
Je n'aurai plus à m'embarrasser d'explications. Inès se souvint qu'au goûter de la comtesse Bridget, elle avait touché l'épaule de sa demi-sœur Rennie et lu dans ses pensées. La jeune fille pensait à la robe du salon de Ruby Sénon. Inès avait décidé d'acheter la robe que Rennie désirait tant. « Lady Herbert, vous avez un très joli collier !» s'exclament les amis de Rennie. La jeune fille leur explique qu'il s'agit d'un cadeau de son père, qui vient de rentrer d'un voyage d'affaires. Le dernier goûter chez la comtesse a été humiliant. Inès m'a dit toutes sortes de choses désagréables, mais personne n'a pris ma défense. Et même après son départ, on m'a traité comme si je n'étais pas là, se dit Rennie. Désormais, je dois m'assurer qu'il y a des gens de mon côté. En tout cas, ceux qui sont présents ici sont définitivement de mon côté. Quand j'aurai gagné en force et en puissance, je me vengerai d'elle. Elle connaîtra la même honte et la même humiliation que moi. Et pourquoi dois-je subir tout cela ? Pourquoi est-elle en colère contre moi ? Il y a quelques années, nous vivions tous ensemble dans la résidence du marquis. Comme leur mère est tombée malade, ils ont décidé d'éloigner Allo du domaine. J'aimais bien ce garçon, et quand j'ai su dans quelle académie il allait, je lui ai tout de suite envoyé une lettre. Après cela, Inès s'est mise en colère contre moi et m'a humiliée devant tout le monde. Comment a-t-elle pu me faire ça ? Allo est aussi mon frère, même si nous avons des mères différentes. Elle est probablement jalouse de moi et a peur que je me rapproche d'Allo. De la même manière qu'elle était jalouse de mon père. Elle était jalouse qu'il m'aime plus. Au fait, as-tu entendu dire que Madame Eldrin a l'intention de se fiancer au maître de l'épée démoniaque ? S'exclama l'une des amies de Rennie. Je pense qu'elle le montrera à la fête d'anniversaire de l'empereur. Au fait, avez-vous déjà acheté vos robes ? L'événement aura lieu au palais impérial. Il faut donc que vous soyez à la hauteur. Ce serait formidable de venir à cet événement en portant une robe du couturier Ruby Sénon. 6 tenues sont très chères et d'excellente qualité. Rennie écoute ses amis et sourit doucement pour elle-même. Le duo était sûr que la robe de la célèbre couturière était déjà dans sa poche. Dois-je vraiment aller au banquet ? J'ai peur que tout le monde me déteste si je m'y présente. Je n'ai jamais assisté à un de ces événements. Calad avoue à la jeune fille. En plus, il y a une énorme possibilité d'urgence dans un endroit où il y a un grand rassemblement de personnes. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu m'auras à tes côtés. Inès répond. Inès décide de choisir elle-même les vêtements de Calad. Elle invite plusieurs tailleurs chez elle. Elle appela aussi un coiffeur et lui demanda de raccourcir les franges de Calad. Maintenant, il n'aura plus honte de se montrer en public, se dit Inès lorsque la transformation de Calad fut terminée. Maître, normalement vous ressemblez à un citoyen moyen du pays, mais aujourd'hui vous avez l'air d'un jeune homme d'une famille riche, murmura l'épée. Inès suggéra à Caladu de laisser l'épée à la maison et de ne pas l'emmener au bal d'anniversaire de l'empereur. Caladu lui avoue que sans l'épée, il risque de mourir. L'épée doit toujours être à ses côtés. « Ton épée me fait peur depuis quelque temps, et je pense même qu'elle bouge parfois, » murmura Inès. Calad était au fond heureux que la jeune fille ne puisse pas encore entendre la voix de l'épée démoniaque. Inès proposa à Calad de décorer son épée avec un ruban rouge. Calad prit un miroir et montra à l'épée à quoi elle ressemblait. Inès observa les gestes de l'homme avec surprise. « Maîtresse Inès, le marquis Herbert est arrivé au palais. Il est entré par effraction sans tenir compte des gardes, » dit la jeune fille à son majordome. « Calad, je suis désolée, mais pourriez-vous attendre un instant ? Il semble y avoir un intrus dans ma maison. » Inès quitte la pièce. « Pourquoi m'avoir fait attendre si longtemps ? On dit que vous avez réussi à investir, mais vous ne devriez pas être aussi dépensier, » s'écrie le marquis dès qu'il aperçoit sa fille. « Pourquoi es-tu venue ici ? » demanda Inès. « Pour offrir à ta sœur une robe commandée chez le couturier Ruby Sénon, » exigea le marquis. « Tu prends tout trop facilement. Céder, donner. Je ne peux pas faire ça, » dit Inès en souriant. « Comment oses-tu parler à ton père avec un tel dédain ?» Le marquis s'indigne. « Mon père est-il ici ? Il y en a tant ici qui ont abandonné leurs enfants parce qu'ils ne voulaient pas payer la pension alimentaire. Nous avons dû retourner dans la maison du père de notre mère. Nous ne sommes même pas considérés comme les enfants du marquis depuis que tu as été privé de tes droits. »« Effronté ! Comment peux-tu me dire ça ?» cria le marquis en se retournant pour frapper sa fille. Calad réussit à intercepter le bras du marquis. « Pourquoi te permets-tu de lever la main sur une femme ?
s'exclama Calade. « Qui êtes-vous pour vous mêler des affaires familiales des autres ?» Le marquis s'indigne. « Je suis son amant, » répond Caladus. « Et si tu es son amant ? Je suis son propre père, » s'écrie le marquis. Chamor fit irruption dans la pièce avec une douzaine de gardes. « Faites-les sortir d'ici, » ordonna Inez. Les gardes attrapèrent le marquis et sa fille Renie et les traînèrent vers la sortie. Les gardes du comte sont tout simplement répugnants. Si ça continue comme ça, les marchands ambulants vont commencer à passer. Vous devez trouver des gardes plus compétents. Inez ordonna à son assistant Chamor. « Est-ce que je me suis immiscée dans ta conversation avec ton père pour rien ?» demanda Calade à la jeune fille. Inès s'empressa de lui assurer que ce n'était pas grave. Son aide avait été utile. L'homme est mon père biologique et la fille à côté de lui est ma demi-sœur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il débarque ici des années plus tard, et ce, à cause d'une robe, dit Inez avec un gros soupir. La jeune fille se souvient avoir supplié son père d'aider sa mère il y a quelques années. Inez n'avait pas assez d'argent pour payer son traitement. Quand tu as dit que tu allais voir le comte Eldrin, j'ai essayé de t'en empêcher, mais tu n'as même pas voulu m'écouter et tu t'es quand même enfui de la maison. Tu savais que si tu quittais le manoir, je ne te considérerais plus comme ma fille. C'est ce qu'a dit le marquis ce jour-là. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas mon problème. Tu n'as pas à t'inquiéter. Une telle chose ne se reproduira plus à l'avenir, dit Inès à Caladou. S'il réapparaît, n'oubliez pas de me le faire savoir. Je l'arrêterai sur le champ. C'est pour cela que tu m'as proposé une fausse relation, n'est-ce pas? Tu voulais que je sois ton protecteur, n'est-ce pas? Demanda Calade à la jeune fille. Il veut sans doute en savoir beaucoup sur ma famille, mais il se tait. Il ne demande rien, se dit Inez. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire au banquet? Demanda Caladus à la jeune fille. Lorsque nous arriverons à la soirée, toute l'attention des personnes présentes sera dirigée vers nous deux. Bien sûr, tu n'es pas obligé de parler à tout le monde, ce serait difficile. Alors concentre-toi sur moi. La jeune fille s'exclama. Les rumeurs sur les fiançailles de ton frère se sont avérées vraies? J'ai entendu dire que Lady Eldrin avait personnellement visité votre domaine, s'exclament les dames qui s'approchent de Disha. Je suis déjà frustrée à mort par ce qui se passe, mais tout le monde parle de ce salaud, ce qui ne fait que jeter de l'huile sur le feu, pensa Disha avec irritation. Dame Eldrin nous a rendu visite, mais je ne suis pas sûre du reste. Je pense que la rumeur va bientôt courir qu'ils se sont séparés, répondit Disha aux dames. Disha n'aimait pas son frère, car il savait qu'il était né dans une famille de roturiers. Sans ses parents, personne ne l'aurait connu. Maintenant, il était le successeur de la famille. Disha se persuada qu'il n'avait plus qu'à attendre un peu. Bientôt, Calade serait emmené au temple. Je ne veux pas ébruiter l'affaire, mais mon frère a un sale caractère. Même si c'est mon frère aîné, il m'arrive de ne pas le comprendre. Il est toujours morose et ne sait pas comment ranger les choses. Raconte Digat. La salle sursaute. En se retournant, Disha vit son frère accompagné de Dame Eldrin. « Je pense que nous devrions rester proches l'un de l'autre. Mets ton bras autour de ma taille, » demanda Inez à Caladus. Les gens commencèrent à s'approcher d'Inez pour la saluer. « C'est la première fois que je vois ce jeune homme. Qui est-il » demande Inez, la fille du vicomte Maurice. « C'est mon amant. Nous avons essayé de garder notre relation secrète, mais les rumeurs allaient bon train. Alors nous avons décidé de ne pas nous cacher. Permettez-moi de vous présenter mon amant, Sir Calade Asdeon. » Inez répondit. « Quelle est cette atmosphère étrange? De quoi parlent tous ces gens ?» s'étonna Renie en entendant les chuchotements excités qui parcouraient la salle de bal. Au bout d'un moment, Renie comprit ce que les gens présents chuchotaient si intensément. Au milieu de la salle se tenait sa sœur Inez, accompagnée de son soupirant, qu'elle avait vu l'autre jour chez le comte. Le héros annonça que l'empereur était arrivé au bal. En voyant Calade, l'empereur s'immobilisa, surpris. Inez s'en aperçoit. La jeune fille remarque aussi que l'empereur et Calade se ressemblent. Quelque temps plus tard, le grand prêtre arriva au bal et offrit à l'empereur une branche d'arbre sacré. Inès est très surprise par ce cadeau. L'arbre sacré était d'une grande importance pour le peuple de ce pays. Inès a l'impression que la branche l'appelle vers lui. Inès remarqua également le regard dédaigneux que le grand prêtre lança à Caladus. « Tu ne devrais pas le regarder comme ça.
Je l'ai déjà sauvé plusieurs fois du malheur, alors je peux aussi l'empêcher de perdre la tête, se dit Inès. Inès croisa le regard du prince héritier. Elle pensait qu'il serait agréable de se lier d'amitié avec la famille impériale, mais la jeune fille avait quelques doutes. Elle avait peur de l'empereur et du prince héritier. Cease Jane-là pouvait ruiner la vie de n'importe qui. « Calade, veux-tu boire quelque chose ?» demanda Inès. Elle avait déjà vu tout ce qu'elle voulait voir. Elle pouvait donc se détendre un peu. Inès tendit un verre de vin à Calade. La jeune fille voulait discuter un peu avec lui, mais elle fut interrompue. Inès fut abordée par la duchesse Hélios. « Inès, pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps ?» demande la duchesse. Inès embrassa Calade sur la joue et lui demanda d'attendre un instant. Les gens évitent Calade depuis qu'il est tout jeune. Il refusait même de s'asseoir à la même table que lui, car il pensait qu'il portait malheur. Calade est surpris qu'Inès l'embrasse sur la joue. Ne la dégoûtait-il pas ? « Maître, préparez-vous. La servante de Disha se dirige vers nous, » dit l'épée d'une voix calme. J'étais si excitée quand j'ai entendu parler du manieur de l'âme démoniaque, mais en fin de compte, tu n'es rien de tout cela. Qui êtes-vous pour être avec Lady Inès de toute façon ? Demanda Calade alors que Jeffer s'approchait. On dirait que vous l'avez soudoyé avec quelque chose, mais quoi ? Combien de temps pensez-vous que votre relation va durer ? J'ai entendu dire que tu n'apportais que de la malchance. Quand vous quittera-t-elle ? Maître, je pense qu'ils sont jaloux de vous. Votre jeune femme est très populaire. L'épée démoniaque Tigrios remarqua. Disha apparut dans le couloir. Il rejoignit ses compagnons. Vous devez faire semblant que tout va bien, que rien ne vous dérange. Mais vous devez avoir de l'orgueil, non ? Sais-tu ce que ma famille a perdu à cause d'un salaud comme toi ? Pourquoi fréquentes-tu Dame Eldrin ? Veux-tu lui apporter le malheur ? Demanda Disha à son frère. Et veux-tu faire une expérience et voir si le malheur d'une personne peut se transférer à une autre ? Demande Calade à son frère. Ce serait drôle si nous étions malheureux ensemble. Veux-tu être le prochain propriétaire d'une lame démoniaque ? Calade tendit son épée à son frère. Nous en reparlerons à la maison, cria Disha et s'éloigna précipitamment. Il avait peur de toucher la lame démoniaque. L'homme qui vous accompagne est le propriétaire de l'épée démoniaque, n'est-ce pas ? Demanda la duchesse à Inès. Oui, c'est lui, répondit la jeune fille. Inès entendit une sorte de dispute. En se retournant, elle vit des types s'approcher de sa poule aux œufs d'or. Ils n'étaient manifestement pas venus avec de bonnes intentions. « Duchesse Hélios, si vous n'avez pas d'affaires urgentes à me confier, je m'en vais !» s'exclama Inès. La jeune fille savait que si quelque chose de grave se produisait, les ragots et les scandales ne pourraient être évités. Elle ne voulait pas qu'on parle encore d'elle en mal. « Il semble que tu t'intéresses vraiment à lui. Vous vous préoccupez tellement de lui !» La duchesse s'exclame. « Je n'aurais jamais pensé tomber amoureuse de quelqu'un. Je me suis lancée à corps perdu dans cette relation. » Inès baisse les yeux vers le sol. Inès fit signe à Caladus de sortir sur la terrasse. « Tu ne regrettes pas d'être venu ici avec moi ? Tu as vu par toi-même comment les gens réagissent à mon égard, » dit Calade à la jeune fille. Cette réaction à mon égard était attendue. Pourquoi est-il si peu sûr de lui ? Se dit Inès. Je n'ai aucun regret, au contraire. Je suis content que tu m'aies accompagnée au banquet. Je ne sais pas ce qui te tracasse, mais je n'ai aucune raison d'être la première à rompre le contrat. Inès répond. « Mais pourquoi me fais-tu cela ? Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» demande Calade. « Oui, parce que tu me plais. J'aime bien les beaux hommes. D'ailleurs, j'ai vu ton frère Digat à côté de toi. Vous vous êtes disputés ? Demande Inès pour changer de sujet de conversation. Calade admet qu'ils se sont un peu disputés. Peut-être que tu veux déménager de la maison Asdéon. Je peux m'en occuper, suggère Inès. Ce serait trop compliqué. Si je quitte le manoir, je devrais renier la famille Asdin. C'est du moins ce qu'ont dit le marquis et son épouse. Et si je deviens roturier, je ne pourrai plus être membre de l'ordre des chevaliers impériaux, répondit Calade. Pourquoi le marquis et son épouse font-ils cela à Calade ? Même si je n'ai vu le couple Asdéon qu'une seule fois, j'ai tout de suite remarqué qu'ils traitent leur fils aîné comme s'il n'existait pas, se dit Inès. Y a-t-il une raison pour laquelle ils ont décidé de le lier à la famille en le nommant héritier ? Dois-je enquêter ? Mais non. Nous n'avons pas besoin de connaître la vie privée des uns et des autres. Soudain, Inès s'accroche à Caladus.
Je me rends compte maintenant que l'ampleur du malheur varie en fonction du niveau de contact. Comme prévu, la journée d'aujourd'hui ne sera pas sans incident, se dit Inès. Elle voyait ceux qui attendaient Caladus dans les heures à venir. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama Calad en éloignant la jeune fille de lui. « Comment ça ? J'essaie de voir les malheurs qui vont arriver dans un futur proche. Je peux voir beaucoup plus large et plus profond si je te tiens dans mes bras comme je le fais maintenant. Et si on se touchait les lèvres ? Je veux voir ce qui se passe avec ce genre d'interaction. »« Tu es fou ?» s'exclama Caladus en reculant craintivement devant la jeune fille. « Je vais te chercher quelque chose à boire. Il faut que tu reprennes tes esprits. »« S'enfuir, comme il est mignon quand il est gêné après tout, » se dit Inès. Dès que Calad quitta la terrasse, la jeune fille fut immédiatement rejointe par le prince héritier. Inès Eldrin salue Sa Majesté le prince héritier. La jeune fille s'inclina très bas devant le prince héritier. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, mais c'est la première fois que je vous vois. Parlez-vous vraiment avec le propriétaire de la lame démoniaque ?» demanda le prince héritier. Inès répondit par un signe de tête. « Vous êtes belle, et j'ai pitié de vous. Tu sais, mon amant n'est pas un homme qui écouterait une telle chose en toute tranquillité. Et c'est trop pour moi aussi !» s'exclame Inès. « Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous offenser. Au contraire, sœur Caladus Asdéon est ma fierté. » Avec un sourire enjoué, le prince héritier dit « Il parle comme s'il était arrivé ici par erreur. Mais le fait qu'il soit venu sur la terrasse malgré les rideaux tirés, qui indiquent clairement qu'il y a quelqu'un, ne peut pas être une coïncidence, » se dit Inès. « Alors, de quoi vouliez-vous parler, Votre Altesse ?» demanda Inès. Le prince héritier demanda à la jeune fille si elle voulait faire de la politique. Le comte Eldrin s'est depuis longtemps retiré des affaires familiales, n'est-ce pas? Tout le monde pense à prendre la place du véritable chef de famille. Pour l'instant, je cherche des jeunes gens talentueux pour m'aider à l'avenir. J'aimerais que vous soyez mon partenaire politique. En fait, je ne m'attendais pas à cette tournure des événements. Essaie-t-il déjà de consolider son pouvoir? Cependant, une chose me turlupine. Inès réfléchit, tout en écoutant attentivement le prince héritier. Le prince héritier est le fils unique de l'empereur et le seul héritier du trône. Actuellement, l'autorité de l'empereur est inébranlable. Personne ne cherche à lui disputer le pouvoir. Tout le monde sait que c'est le prince qui sera le prochain héritier du trône. Alors pourquoi cherche-t-il à consolider son pouvoir? Y a-t-il une raison qui le pousse à le faire? Est-ce qu'une autre personne est apparue qui peut prétendre au trône? Par ailleurs, si cela ne vous dérange pas, cela ne me dérangerait pas non plus d'avoir une relation avec vous, ajouta le prince héritier. Inès devina que le prince faisait allusion à la possibilité de devenir la princesse héritière. Bien sûr, l'offre était extrêmement séduisante, mais la jeune fille avait peur de répondre par un consentement car elle ne connaissait pas les véritables intentions du prince. Si son but est de consolider son pouvoir, alors il devrait favoriser une fille d'un statut plus élevé que le mien. Moi, par contre, il peut se servir de moi et me jeter dehors, se dit Inès. Merci pour votre offre, mais j'ai besoin de temps pour y réfléchir, répondit la jeune fille au prince héritier. Bien sûr, je me rends compte que cette offre vous a semblé extrêmement soudaine. Je vais vous donner du temps, mais si vous me refusez, ce ne sera certainement pas à votre avantage. Le prince avertit la jeune fille. J'espère que vous profitez de la soirée. Le prince héritier quitta la terrasse, laissant Inès songeuse. La jeune fille était surprise que le prince ait décidé de laisser libre cours à ses menaces. Je sais que j'aurai des ennuis si le prochain empereur est mon ennemi, mais je ne me laisserai pas faire. La prochaine fois, j'essaierai de le toucher pour connaître ses faiblesses, décide Inès. Le banquet du palais impérial, auquel j'assiste pour la première fois de ma vie, est différent de mes attentes. Je voulais attirer l'attention du plus grand nombre, mais tout le monde ici est occupé à autre chose, se dit Reni. Tu as vu, Lady Eldrin est venue aujourd'hui avec le propriétaire de la lame démoniaque. J'ai vraiment peur en ce moment. Que se passera-t-il s'il devient fou maintenant? La comtesse Bridget chuchota à l'oreille de Reni. J'ai entendu dire qu'il était laid. Je n'ai jamais pensé qu'il serait aussi beau. Au fait, Lady Reni, la robe que vous portez vient-elle du salon de Ruby Senon? Je demande cela parce qu'elle est différente de celle que le salon avait l'habitude de faire.
Cette robe vient d'un autre salon. Le salon de Ruby Sénon m'a fait une robe, mais je n'ai pas pu la porter. Un employé l'a accidentellement abîmée. » Menteuse, renie. Voyant le propriétaire de la lame démoniaque, Reni se précipita vers lui. « Bonsoir !» s'exclama Reni en courant vers Calladus. Dès qu'elle l'avait vu pour la première fois, elle n'avait plus pu contrôler ses émotions. Elle voulait vraiment mettre la main sur cet homme. « Je suis très gênée. Je ne pense pas que tu te souviennes de moi. Il y a eu un peu d'agitation parce que sœur Inès m'a mal compris. Cela m'a beaucoup perturbée, alors je voulais m'excuser. »« Et de quoi veux-tu t'excuser exactement ?» Calade précise. « Pour t'avoir impliqué dans une querelle de famille. » Humblement, Inès baisse les yeux vers le sol. « Dans ce cas, tu ferais mieux de t'excuser auprès de dame Eldrine, » dit Calladus à la jeune fille. Mais c'est Inès qui est responsable de ce qui s'est passé ce jour-là. Elle n'a pas écouté les paroles de son père. Le problème aurait pu être résolu par une simple discussion. Sa sœur a toujours été comme ça et n'a causé que des ennuis à la famille depuis qu'elle est toute petite. Et cette fois-ci, c'est la même chose qui s'est produite. « Dans ce cas, je vais prendre congé, » dit Calade. Il ne voulait pas entendre de paroles désagréables à propos d'Inès. Reni saisit le bras de Calade, l'empêchant de partir. « Je me fiche de savoir qui il pense que tu es. Tu as beau être le porteur d'une lame démoniaque, je crois fermement que tu es un homme bon, » s'exclama Reni. « Qu'est-ce qui te fait penser que je suis quelqu'un de bien ? Que sais-tu de moi ?» demanda Calade d'un ton irrité. Reni le regarda avec crainte. Elle pensait que ses paroles affecteraient Calade. Reni ne comprenait pas pourquoi l'homme réagissait ainsi. « Calade, Reni, que faites-vous ici tous les deux ?» demanda Inès avec surprise en s'approchant. Elle ne s'attendait pas à les voir ensemble. Inès devina que sa sœur préparait déjà quelque chose. Il ne restait plus qu'à découvrir ce que c'était.